Et puis, nous, on va se diriger du côté du téléphone, parler cette fois-ci avec Mélanie Dufour-Poirier. Elle est professeure à l'École des relations industrielles à l'Université de Montréal. Bon après-midi, Madame Dufour-Poirier. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Il me semble qu'on s'est parlé la dernière fois, pas vrai? Il se peut. Oui, il se peut, il se Ça se peut. peut très Elle bien. donne tellement d'entrevues, madame, mais on est très en demande, madame. Oui, ben en ce moment, écoutez, c'est une période, comme vous le savez, c'est une période d'ébullition, d'effervescence sur un plan social. Donc, tant mieux si je peux avoir des apports qui peuvent être utiles à faire émerger une prise Abs- de conscience collective en faveur des travailleurs. Absolument. Et pour l'instant, parce que la grève se prépare et ça risque d'être une grève illimitée, une longue grève, et on nous dit, selon les sondages, la sympathie va du côté des profs pour l'instant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est l'opinion publique semble pencher en faveur des travailleurs. Je trouve qu'il y a eu une habileté de la part des organisations syndicales à faire émerger ce que j'appelle le principe de montée en généralité des revendications, c'est-à-dire de faire comprendre à la population que les négociations collectives à l'heure actuelle ne sont pas uniquement axées sur des considérations salariales. On parle vraiment de l'amélioration des conditions de travail, puis il y a vraiment tout en jeu, je vous dirais, un enjeu de justice sociale qui renvoie à la pérennité et à l'accessibilité de services publics de qualité. Donc, ça touche tout le monde, vous, moi, nos enfants, nos voisins, etc. Donc, c'est vraiment, on est face à une croisée des chemins en ce qui me concerne. Puis, il y a la remise en question, je pense, des choix gouvernementaux qui est mise de l'avant également. Une décision de financer des services publics. Enfin, on va voir ce qui va se passer entre vous et moi, là, mais c'est très clair que pour moi, il y a des enjeux de fond qui sont beaucoup plus profonds que simplement la négociation de salaire et de conditions de travail. C'est un secteur aussi, si vous me permettez d'ajouter ça, à majorité féminine. Beaucoup d'immigrants, beaucoup de gens de couleur, etc. Donc, il y a des enjeux vraiment de justice sociale et de démocratie industrielle qui sont en jeu. Dans quel genre de société veut-on vivre au Québec? Est-ce qu'on veut vivre dans une société qui va investir dans les générations futures et va s'assurer justement qu'on puisse pleinement reconnaître la contribution fondamentale de ces gens-là à l'avenir justement du Québec? Donc, il y a plusieurs enjeux de fond. Et comme vous le savez, ne serait-ce que la FAE qui ne dispose pas de fonds de grève, donc les gens vont sans bouclier financier. Donc ça aussi, je pense que ça illustre pleinement la volonté des travailleurs de se faire entendre. De faire entendre aussi leur ras-le-bol, si vous me permettez l'expression. Donc, ils travaillent très, très fort, ces gens-là, souvent dans des contextes difficiles d'enseignement, avec des ratios professeurs-élèves particuliers, avec des classes à composition très variée, très hétérogène. Donc, je pense qu'il est important de prendre en considération tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais il me semble que ce qu'on vit là et qu'on s'apprête peut-être à vivre, une grève générale, c'était écrit dans le ciel, et les situations difficiles qu'on vit dans la classe québécoise, c'est galvaudé partout, tout le monde le sait. Il me semble, à quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu'on en arrive à ça. Et parce que même avec un règlement qui serait satisfaisant pour tout le monde, il reste que c'est pas du jour au lendemain qu'on va régler les problèmes de fond de la classe dans nos écoles québécoises. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que dans n'importe quel conflit de travail, il est impossible de régler l'entièreté des enjeux de fond qui se pointent à l'horizon. Puis comme vous dites, ça fait longtemps, je pense, que la marmite bout. Je pense que l'exaspération générale tient aussi du fait qu'il y a eu des choix qu'on pourrait remettre en question, je pense, sur un plan gouvernemental. Les augmentations de salaire, ne serait-ce que les augmentations de salaire que la députation s'est octroyée en pleine négociation du secteur public. Et on parlait de rattrapage salarial. On se demande un peu quel est l'étendard de comparaison. Rattrapage salarial par rapport à qui, par rapport à quoi, alors qu'on sait très bien que le secteur public fait face
à des difficultés en matière de rattrapage salarial, contrairement à l'adage commun, les employés du secteur public ne sont pas payés autant qu'on pourrait le penser. Et par ailleurs, je vous dirais, ce qui est fondamental dans tout ça, c'est de prendre en considération justement que si on ne peut pas régler tous les enjeux de fond, il faut quand même en régler certains pour s'assurer qu'on puisse disposer encore et bénéficier d'une école publique. Vous savez, c'est ça qui est en jeu aussi. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. On ne pourra pas tout régler, mais il est difficile de s'expliquer la cacophonie qui règne sur un plan gouvernemental à l'heure actuelle, les choix qui sont posés, certaines décisions en matière de financement. Alors, si on ne peut pas régler certains enjeux de fond, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a quand même des décisions, je pense, qui sont venues allumer une exaspération qui était déjà forte, qui était déjà là. Et oui, il est quand même particulier de voir que l'ensemble de ces éléments-là n'a pas été suffisamment pris en considération. Puis c'est clair que ça allait. Pour moi, c'était assez clair en tant qu'experte en relations de travail que ça allait déboucher. Écoutez, quand les négociations avancent pas, quand on a un gouvernement qui, nonobstant les provisions sur un plan institutionnel, juridique, par exemple, plus tôt cette année, avait admis la possibilité qu'on puisse avoir des forums de discussion en marge des tables de négociation. Écoutez, il y a une cacophonie à quelque part, là. Il y a des provisions qui sont prévues, des tables de négociation centralisées. On peut pas on peut pas faire preuve d'amateurisme, autant dans la prise en connaissance, prise en acte des enjeux que dans la procédure. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, vous savez. Si on ajoute à ça les gens qui ont dû énormément travailler à l'époque de la pandémie, créer des cours en ligne, etc. Puis là, je vous fais abstraction du secteur de la santé. Écoutez, là aussi, c'était des gens qui ont porté un système déjà qui éprouvait des difficultés sur un plan structurel majeur depuis plusieurs années. L'édifice était déjà craqué. Il y a dans tout ça, Madame Dufour, quelque chose qui me dérange profondément. Et pour moi, ça dénote une incompréhension totale de la part de la plupart de nos dirigeants. Il y a au Québec des classifications, comme dans toutes les sociétés, il y a de ces professions qui sont des professions très choyées, comme pratiquer la médecine, etc. J'ai j'ai fait une entrevue avec une enseignante à une école de médecine qui dit que cette enseignante nous dit que les étudiants en médecine estiment que le salaire qu'on accorde aux médecins est trop important, qu'il faudrait réduire dans ce salaire-là pour partager avec d'autres corps de métier dans le domaine de la médecine, entre autres des infirmières, etc. Et parallèlement, vous avez de ces enseignants-là, même ceux de l'école primaire, qui sont quand même extrêmement importants, qui vont être traités de haut par un ministre de l'Éducation en disant, vous comparez des enseignants avec des députés. Alors que s'il n'y a pas ces enseignants du primaire, vous n'avez pas de députés avec autant d'éducation, vous n'avez pas de médecins avec autant de formation, avec autant de salaire. Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas le système dans lequel on vit. Comment on devrait choyer nos enseignants? Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça va dans le sens. Vous savez, vous touchez un point qui est très important. On me posait plutôt aujourd'hui la question, est-ce que c'est une lutte féministe? Parce que les secteurs qui sont en jeu, qui sont en négociation à l'heure actuelle, c'est quand même des secteurs à forte composante féminine. Je vous l'ai dit plus tôt d'entrée de jeu, il y a aussi des enjeux d'intersectionnalité. Il y a des femmes, mais il y a des femmes racisées, il y a des femmes de toute origine, etc. Et donc, on est dans le care, on est dans le service à autrui, on est beaucoup dans la vocation. Vous l'avez dit, on forme des générations futures. Dans quel genre de société veut-on vivre si on n'est pas capable de reconnaître à sa juste valeur la contribution fondamentale que ces gens-là apportent dans la société? On forme les futures générations du Québec, on soigne des gens. Effectivement, il y a eu des propos, écoutez, qui m'ont paru tout aussi inacceptables que vous, qui ont été formulés par différentes personnes. Comme, par exemple, le fait
de s'auto-accorder une telle augmentation salariale et d'invoquer un rattrapage. On se demandait quel était l'étendard de comparaison quand on est en pleine négociation du secteur public, quand on vient financer des activités ludiques et on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture, quand on vient accorder des crédits d'impôt à la hauteur de 5 milliards en pleine période à l'approche des négociations collectives. Alors, on se dit, il y a des choix de société, vous savez, qui ont été posés. On a choisi de ne pas injecter ces sommes-là dans les services publics et de financer des augmentations de salaire. Mais je vais au-delà de ça. Vous savez, monsieur, je pense qu'il est important de prendre en considération, c'est l'ensemble des conditions de travail qui font en sorte que l'équation, elle n'est pas vivable et elle n'est pas viable à l'heure actuelle. Vous avez beau rémunérer les gens à la hauteur de, je vous dirai pas de chiffres, mais c'est comme à l'époque de la pandémie, quand on est venu on a dit on va donner des primes aux gens pour qu'ils évoluent dans le secteur public et dans le secteur de la santé. Ça va au-delà de ça. C'est une question de respect qui est en jeu à l'heure actuelle. Quand on nous parle d'augmentation sur 5 ans de 14,3 % par le Conseil du Trésor pour une infirmière clinicienne, entre vous et moi, il faut cocher toutes les cases. Il faut être infirmière, bachelière, etc., faire du temps supplémentaire, tout ce que vous voulez. Alors, on ne prend pas la mesure du travailleur, je ne vais pas avoir l'air du tout méprisante, mais vous comprenez, moyen dans le secteur de la santé qui ne coche pas toutes les cases, qui, lui, se prévaudrait d'une augmentation de salaire à 10,3 % pour 5 ans, qui ne vient même pas combler le déficit inflationniste qui a été créé par la conjoncture à l'heure actuelle. Et on ne vient même pas discuter de l'organisation du travail, des dysfonctionnements profonds qui sévissent dans les systèmes à la fois de la santé et de l'éducation. Donc, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important pour moi. Quand je vous disais des enjeux fondamentaux, on est à l'ère de poser des choix de société. Dans quel genre de société veut-on vivre? Et veut-on que la santé et l'éducation deviennent un privilège, comme dans des pays aux États-Unis où il faut lourdement payer pour obtenir des services de qualité, ou on veut continuer à vivre dans une société où la santé et l'éducation sont vues comme des droits fondamentaux. Absolument. La dignité au travail, est-ce que c'est un droit fondamental au travail? C'est vraiment là-dessus que je martèle, un mot que je martèle dans mes travaux de recherche, la santé au travail, la qualité de vie au travail, même si j'aime pas le libeller, doit-elle être vue comme un droit fondamental au travail, un enjeu de justice sociale? À mon sens, oui. Au même titre qu'avoir accès à la santé de qualité, avoir accès à des services d'éducation de qualité, ça devrait être un droit et on devrait en faire une priorité sur un plan gouvernemental. Absolument. C'est vraiment je partage entièrement votre point de vue et je pense que c'est pour ça que la sympathie de l'opinion publique est derrière les travailleurs à l'heure actuelle. Combien de temps ça va durer? Je ne pourrais pas vous dire. J'ai malheureusement pas une boule de cristal. Il est à souhaiter, par contre, qu'il y ait un message qui soit martelé de la part des organisations syndicales dans ce sens-là, parce que je pense qu'ils se battent bien au-delà des considérations pour leurs travailleurs. Il y a vraiment des enjeux là, vraiment qui touchent tout le monde, qui touchent la société québécoise dans son ensemble. Puis on est une croisée des chemins, à mon sens, quant à la suite des choses. Mélanie Dufour-Poirier, professeure à l'École des relations Je vous remercie infiniment. Comment vous dites? Je vous remercie infiniment. Merci. Merci. Et puis, j'espère qu'on se reparle, Madame Dufour-Poirier. Pareillement. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Pas. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.